Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le site à Bourma en route vers le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale du commerce a déclaré que les échanges commerciaux dans le monde devraient diminuer de 1,5%. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, après 5 jours d'une visite officielle, riche en rencontres et échanges institutionnels, la délégation sénatoriale de la République fédérale de la Somalie a été reçue à l'Assemblée nationale Djibouti pour une séance de travail de haut niveau tenue sous la présidence Son Excellence Madame Safia El Medjibril, présidente par intérim de l'Assemblée nationale. Cette réunion de travail a réuni les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une réunion de partage de bonnes pratiques et d'échange d'expériences législatives. À travers cette initiative, les deux institutions ont réaffirmé leur attachement à une gouvernance parlementaire moderne, inclusive et fondée sur l'efficacité des mécanismes et représentations de législation et de contrôle. Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, le rôle des commissions permanentes dans l'élaboration des lois et le suivi de l'action gouvernementale, les instruments de contrôle parlementaire et leur mise en œuvre dans un contexte de consolidation de l'état de droit, les politiques d'ouverture de la participation citoyenne et dans le processus législatif, la promotion et l'égalité du genre à travers les mécanismes de représentation des femmes parlementaires. Cette réunion a permis de jeter les bases d'une coopération interparlementaire structurée entre les deux institutions à travers la promotion des cadres d'échange réguliers, la possibilité de formations croisées et la mise en place d'initiatives conjointes. Autre actualité nationale, dans une pratique d'atelier de partage de résultats, la clôture. La conférence sur le changement climatique, la recherche et la résilience s'est conclue ce mardi à Aïla Grand Hôtel de Djibouti après 3 journées intenses de réflexion, de dialogue de haut niveau et de collaboration entre experts internationaux, chercheurs et décideurs politiques et institutions régionales. Placée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette rencontre d'envergure internationale a rassemblé des spécialistes de premier plan pour explorer des enjeux majeurs, la surveillance climatique, la résilience des systèmes alimentaires et hydrauliques, la transition énergétique et la préservation de la biodiversité et l'impact des polluants environnementaux sur la santé. La DCRD en converge vers un appel clair à une action collective immédiate et coordonnée. Recherche, innovation et coopération internationale sont le pilier d'une réponse globale face aux défis climatiques. Dont l'ASA, la Sovereign Carbon Agency, est ravie de participer. Alors aujourd'hui, l'agence, donc c'est vrai que c'est une agence qui a été créée par décret présidentiel, qui a pour but d'accompagner la transition écologique et énergétique de Djibouti à travers plusieurs voies d'action. Le dérèglement climatique à Djibouti est vraiment très important, ça a un impact sur toutes les populations, y compris les populations rurales, mais de la ville aussi. Ça impacte tout le monde et il est vrai que Djibouti fait partie des 10 pays d'Afrique les plus touchés. Donc c'est vrai qu'il faut agir, c'est une importance capitale. Nous avons pu le voir lors du premier jour de la conférence, tout ce qui touche au dérèglement climatique c'est très transversal. On va toucher à plein de domaines différents. On peut penser à l'environnement, on peut penser à la santé, on peut penser à l'éducation, on peut penser à l'accès à l'eau, à l'accès aux énergies renouvelables. Donc la problématique du dérèglement climatique est transversale. Nous agissons dans tous ces domaines. Voilà, il faut savoir que nous agissons sous la tutelle des ministères, de différents ministères à Djibouti, que ce soit naturellement le ministère de l'Environnement, celui de l'Éducation, celui de la Santé, celui de l'Énergie, donc avec l'agriculture également, avec l'université. Nous travaillons avec tout le monde de façon collaborative. Alors peut-être que je vais avancer un petit peu, développer sur les projets que l'on développe. Nous avons à l'heure actuelle une 40aine de projets en cours
Nous avons des projets déjà réalisés, inaugurés, fonctionnels et des projets en cours. Là, je pense que c'est important au sein de cette conférence de voir, on a énormément de recommandations, on a des experts internationaux, des experts nationaux qui sont venus pour émettre des recommandations, mais c'est bien de pouvoir voir aussi l'action qui est menée sur le terrain. Voilà, donc en termes d'action, nous au sein de l'agence, nous travaillons directement avec les communautés locales, donc avec les associations locales qui sont au plus près des problématiques sur le terrain. Écoutons le directeur de l'ODEC. Cette troisième journée a été très riche avec une session sur le sujet de l'énergie, l'eau et de la crise globale. Elle a été animée par plusieurs experts régionaux africains et par nos experts nationaux qui sont intervenus sur différents domaines, à savoir le bioclimatisme, la demande énergétique, comment l'intelligence artificielle pourrait répondre à la thématique de la demande énergétique, mais aussi à la conception de nouveaux capteurs solaires qui seraient plus adaptés à l'Afrique en réduisant la part qui est perdue par la chaleur et par le thermalisme. Durant cette troisième journée aussi, il y a eu un événement très particulier, très intéressant concernant la justice climatique et les jeunes. Comment essayer de faire intervenir les jeunes et de faire un plaidoyer concernant la justice climatique, sachant que notre pays et l'Afrique est un des continents les moins pollueurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et par conséquent, cet échange a été très large, très riche, allant des sciences humaines avec l'impact qu'a les gaz à effet de serre sur la conservation de nos ressources et de notre patrimoine naturel, mais aussi l'impact de l'éducation a posteriori, afin que les jeunes puissent avoir un renforcement de capacité qui leur permette d'être des experts et des ambassadeurs durant les grands événements internationaux concernant les changements climatiques, à savoir la COP ou les regroupements concernant la biodiversité. Et donc, cette troisième journée va marquer notre cérémonie de fin sur l'évolution du climat. Et cela va permettre justement de mettre en perspective le point d'étape de l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, ce point d'étape qui marque effectivement la validation de la base de données qui sera lancée en mai 2025 et ce point d'étape qui va aussi permettre à pouvoir réorienter la perspective de l'Observatoire, à savoir quelles sont les formations spécifiques que l'on devrait appliquer à nos étudiants et à nos jeunes, et quelles sont les thématiques d'adaptation climatique qu'il faudrait renforcer auprès de nos communautés locales. Vous étiez en train d'écouter le directeur de l'OREC. Notre équipe sur place a pu interviewer le ministre de l'Enseignement supérieur lors de la clôture. Initié une conférence qui a duré donc 3 jours. Nous arrivons à la conclusion de cette conférence, de ce sommet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a ouvert un certain nombre de voies et d'opportunités pour répondre à la question climatique. Et je disais que la question climatique ne peut être abordée d'abord que si tout le monde est sensibilisé, si tout le monde comprend la question climatique. Et notre président, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a montré, non seulement à Djibouti, mais à toutes les personnes qui nous suivent grâce à vos caméras, grâce à la diffusion sur Internet, qu'il est un leader visionnaire, que la question climatique est une question qu'il a comprise, mais que la science est au service également des combats que nous menons, et la question de l'adaptation et de la résilience sont très importants. Les enjeux initiaux de cette conférence, c'était d'abord de mettre des chercheurs, des décideurs, des politiques, mais également des ONG, des gens dans le domaine de la communication, pour débattre de l'adaptation du climat et quelles sont les possibilités qu'on peut se donner au niveau de la résilience. Beaucoup de réponses ont été données. Djibouti a apporté un certain nombre de réponses. Et ça, c'est grâce à nos chercheurs, grâce à nos scientifiques, grâce à nos jeunes également qui étaient nombreux dans cette salle. Nous avons par exemple parlé de ce que nous avons initié à Djibouti, une alliance
de tous les chercheurs pour l'adaptation au climat, mais que cette alliance doit rapidement montrer aux gens qui souffrent des problèmes climatiques que nous apportons des solutions. Donc nous avons identifié des zones d'adaptation prioritaires et d'innovation. Et sur ces zones, c'est vrai que la collecte de données est importante, mais nous allons conduire des projets pour améliorer leurs conditions, bien sûr, mais également l'économie de ces zones-là, notamment en assurant la sécurité alimentaire, en développant des actions qui puissent être conjuguées, à la fois alliées, le développement durable et la croissance et la gestion des ressources. Autre atelier, après la conférence, un autre atelier de partage des résultats de recherche sur les populations âgées en perte de mobilité s'est tenu au Djibouti Palace Campeski, l'événement organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec l'Institut de la recherche indépendante de la Corne d'Afrique, sous son acronyme ERICA, a réuni des représentants d'institutions publiques, parapubliques et associatives autour des thématiques vieillissement, de la protection sociale et de la santé. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche initié en avril 2023 suite à un accord cadre signé entre la CNSS et ERICA, visant à approfondir la compréhension des défis liés au vieillissement, en particulier pour les personnes âgées en perte de mobilité. L'ouverture de la rencontre a été marquée par la présence de M. Abdelkader Dini, directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, de Mme Zahra Youssouf Rayad, présidente de l'ERICA, qui ont salué les efforts conjoints des chercheurs et des institutions impliquées dans ce projet. Durant la session, une dizaine de chercheurs ont présenté les conclusions de leurs travaux. Ces résultats ont ensuite fait l'objet des discussions avec les participants dans le but d'enrichir par des observations de terrain, des commentaires pratiques et des recommandations concrètes. Encore jeune, certes, mais sa structure est en passe de se modifier de façon très rapide. Le ratio des personnes âgées, des personnes de plus de 60 ans, sur le total de la population s'établira entre 12 et 20% en 2050. C'est-à-dire lorsque les personnes nées en 1990 atteindront cet âge. Face à ces défis, il est crucial que nos politiques publiques reposent sur des fondations solides, éclairées par la connaissance. La recherche peut permettre ainsi de repenser les mécanismes de solidarité intergénérationnelle, de mieux structurer les aides à l'autonomie, de renforcer le soutien aux aidants familiaux, de réformer les systèmes de retraite en tenant compte de la diversité des parcours de vie. Elle offre des repères essentiels pour orienter l'action publique dans un sens éthique, équitable et soutenable pour la dignité de nos aînés. Eh bien, je vous disais, la CNSS et ERICA ont réitéré leur volonté de poursuivre ces initiatives collaboratives afin de garantir une prise en charge plus adaptée et durable des populations vulnérables dans le pays. Écoutons à présent le directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Abdelkader Dini. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de restitution des résultats de l'étude menée conjointement par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'Institut de recherche indépendante de la Corne d'Afrique ERICA, consacrée à une question de plus en plus déterminante pour nos sociétés, celle du vieillissement de la population. Ce moment de restitution marque une étape importante, car il ne s'agit plus simplement de lancer une réflexion ou d'exprimer des intentions, mais bien de partager les enseignements concrets issus d'un travail rigoureux de recherche conduit avec sérieux, méthode et engagement par les équipes de l'ERICA. Le vieillissement de la population, longtemps considéré comme un phénomène propre aux pays du Nord, devient aujourd'hui une réalité pour nombre de pays africains, y compris le nôtre. Or, cette transition démographique soulève des défis majeurs, économiques, sanitaires, sociaux, auxquels nos systèmes de protection doivent impérativement se préparer. La CNSS, en tant qu'institution garante de la solidarité intergénérationnelle, se devait d'anticiper, car derrière les chiffres, ce sont des hommes et des femmes, nos aînés, qui se trouvent confrontés à la perte d'autonomie, à l'isolement ou à des besoins médicaux croissants. Nous constatons également que les solidarités traditionnelles
notamment familiales, s'amenuisent sous l'effet de l'urbanisation, de la pression économique et des transformations sociétales. Face à cela, la protection sociale doit assumer un rôle actif. Eh bien, un atelier d'élaboration du dossier d'inscription du site Aboulma au patrimoine mondial de l'UNESCO a été organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est dans ce cadre de la valorisation et de la préservation du patrimoine culturel national. Cet atelier consacré à l'élaboration du dossier d'inscription du site Aboulma sur le site liste des patrimoines mondial de l'UNESCO s'est tenu du 15 au 16 avril à l'hôtel Escale, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet atelier a réuni des experts nationaux et internationaux en patrimoine, des représentants du ministère en charge de la culture, des collectivités territoriales, des chercheurs ainsi que des membres des communautés locales et des associations de la société civile. L'objectif principal était de consolider les données scientifiques, historiques, culturelles relatives au site Aboulma, connu pour ses gravures rupestres exceptionnelles, témoignant de la richesse des civilisations anciennes de la région. Les travaux ont porté sur l'identification des critères de valeur universelle exceptionnelle du site, la définition de la zone de protection ainsi que les stratégies de conservation, de gestion durable. Des échanges fructueux ont permis d'enrichir le dossier technique et de mobiliser les acteurs pour une démarche participative et inclusive. Je m'appelle Guy Léonce, je suis administrateur du patrimoine culturel et gestionnaire et également expert de la Convention 72. Il faut dire que j'ai été dépêché par l'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial, pour accompagner l'État partie dans l'élaboration donc de sa première proposition d'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial. Cela s'inscrit donc dans la priorité Afrique, celle de permettre à tous les pays africains de disposer d'au moins d'un bien sur la liste du patrimoine mondial. Et dans le processus, nous avons été donc sur le site qui est proposé, histoire de vivre, de voir comment est-ce que le site il est géré, essayer de voir également s'il a le potentiel pour être inscrit. Donc après les sorties de terrain, nous sommes actuellement en salle, histoire de voir comment est-ce que dans l'élaboration de la candidature, l'ensemble des parties prenantes puissent donc participer au processus. Il faut dire que l'UNESCO tient toujours à un aspect qu'une candidature implique les acteurs, parce que la gestion d'un bien incombe à plusieurs secteurs. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons plusieurs, à savoir presque tous les ministères du Djibouti qui ont des représentants, et y compris les acteurs de la société civile. Donc, c'est très important et nous remercions l'État parti d'avoir pris cette... Eh bien, voici les propos de la représentante de l'UNESCO. L'atelier donc s'inscrit dans la continuité de celui que nous avions eu l'honneur d'organiser en décembre dernier. Je me réjouis de reconnaître de nombreux visages familiers aujourd'hui. Votre présence témoigne d'un engagement fort et d'une volonté partagée de faire avancer le processus ambitieux dans lequel la République de Djibouti s'est engagée. Je souhaite également remercier chaleureusement les 3 experts mobilisés par l'UNESCO dans le cadre de ce projet, tout particulièrement M. Léonski, coordinateur de la mission, ainsi que M. Stéphane Orlé et le professeur Xavier Guiters, qui ont mené au cours des derniers jours une mission de terrain sur le site des gravures rupestres d'Aboulma. Leur expertise et leur disponibilité sont précieuses pour accompagner l'État parti dans l'élaboration de son tout premier dossier de proposition d'inscription à la liste du patrimoine mondial. Ce site, priorisé par les autorités nationales, constitue bien plus qu'un ensemble remarquable de gravures. Il représente un héritage commun, porteur de mémoire, d'identité, de savoir, et incarne le potentiel de Djibouti à contribuer pleinement à la diversité et à l'universalité du patrimoine mondial. Au cours des 2 prochains jours, nous aurons l'occasion d'approfondir collectivement les critères d'inscription, d'analyser les facteurs de risque et d'explorer ensemble les stratégies de protection et de gestion. Ces discussions sont essentielles pour structurer un dossier solide, rigoureux et porteur de sens en phase avec les orientations de la Convention de 1972.
Eh bien, comme je vous le disais, cet atelier marque une étape cruciale vers la reconnaissance internationale du site Abourma, véritable trésor archéologique, et réaffirme l'engagement des autorités djiboutiennes pour la préservation du patrimoine culturel et naturel du pays. Écoutons la directrice de la culture. Un grand, profond enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration du premier proposition de site de gravure rupestre à Abourma. Un noyau joyeux patrimoine qui est non seulement une valeur estimable pour notre pays, mais également pour l'humanité tout entière. Le site d'Abourma, avec ses gravures rupestres d'une richesse exceptionnelle, est le témoin vivant, la mémoire historique de notre ancêtre. La préservation de ce patrimoine ne se limite pas à une simple conservation matérielle. Elle est essentielle pour sauvegarder notre identité, honorer notre histoire collective, transmettre les précieux héritages aux générations futures. C'est la raison pour laquelle cet atelier est l'importance cruciale qui nous offre une occasion privilège pour partager nos savoirs, développer nos compétences et surtout élaborer une stratégie concertée pour la conservation, la valorisation et la gestion durable de ces sites. Autre actualité nationale, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui en visite de courtoisie M. Karamamba, ambassadeur de la République du Rwanda, accompagné de sa délégation au camp Cheikh Ousmane. Cette rencontre intervient en ce jour hautement symbolique du 17 avril qui marque le 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le général Zekaria a été à cette occasion exprimé sa solidarité envers le peuple rwandais, saluant la résilience remarquable dont il a fait preuve depuis cette tragédie, ainsi que les progrès accomplis dans la reconstruction nationale. Il a également réitéré l'attachement de la République de Djibouti à la mémoire des victimes et à la prévention de toute forme de haine, de division et d'atteinte à la dignité humaine. Cette visite empreinte de gravité et de respect témoigne de la volonté partagée de Djibouti et du Rwanda à réaffirmer leurs relations d'amitié dans le cadre des renforcements des capacités opérationnelles. Tout à fait autre chose, cette fois-ci dans le cadre des renforcements des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne, une cérémonie de réhabilitation du poste de surveillance de Korangar de la garde-côte djiboutienne s'est tenue dans l'enceinte du poste de Korangar hier, coprésidée par le préfet de Bok, Moussa Aden Migeni, et du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokoré, en présence de M. Harakeishi, ambassadeur du Japon à Djibouti, de la directrice régionale adjointe de l'OIM, Mme Nihan Erdogan, du chef de la mission de l'OIM à Djibouti, Mme Tanja Pacifico, du président du conseil régional d'Obok et du commandant du régiment interarmé d'Obok. Cette cérémonie riche en couleurs a vu également la participation des élus locaux, les officiers de la garde-côte et locaux des différentes institutions et dignitaires de la région. Madame Tanja Pacifico, chef de mission de l'OIM à Djibouti, a pris la parole en soulignant l'importance que revêt le renforcement du poste de surveillance de Korangar. Visit. This ceremony is the crown of my visit to Djibouti. Not only because it's an excellent example, à l'issue de la cérémonie officielle marquant la réhabilitation du poste de surveillance de Korangar, les autorités présentes ont procédé au dévoilement de la plaque d'inauguration marquant symboliquement la mise en service de nouvelles installations. Cette séquence solennelle a été suivie d'une visite guidée de nouvelles infrastructures modernisées grâce au soutien financier du gouvernement japonais et à la collaboration technique
de l'OIM. Les officiers ont pu découvrir les nouvelles capacités opérationnelles du poste désormais mieux équipé pour accueillir les migrants en détresse et assurer une surveillance renforcée du littoral nord. Les installations comprenaient des espaces d'accueil réaménagés situés dans une zone hautement stratégique. Le poste Korangar joue un rôle clé dans la lutte contre les trafics humains. Cette inauguration marque une avancée significative dans le renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne en matière de sécurité maritime et d'assistance humanitaire. Eh bien, le colonel Waes Omar Bokoré a d'abord pris la parole afin de souhaiter la bienvenue et de remercier les différents officiels pour leur présence à cette cérémonie. Il a longuement insisté sur l'importance du renforcement du poste de surveillance de Korangar, désormais mieux équipé, mieux adapté à l'accueil des migrants en situation de détresse en mer et dans des meilleures conditions. Il a tenu à souligner les efforts de l'OIM et le financement du projet par le Japon. Tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence à cette cérémonie marquant la réhabilitation des infrastructures des postes avancés de recherche et de sauvetage à la garde-côte Korangar. Ces moments s'inscrivent dans la continuité des efforts entrepris depuis l'inauguration officielle de cette poste de recherche et de sauvetage le 11 janvier 2019. Ces jours-là, nous avions franchi un cas important de notre engagement à renforcer les opérations de recherche et sauvetage au profit des opérations humanitaires face aux défis migratoires de cette région. Cette initiative actuelle constitue une nouvelle étape majeure de notre engagement commun pour améliorer la prise en charge et des recherches au sauvetage des migrants des autres zones hautement mouvementées et sensibles. C'était un point stratégique du littoral du Bab el-Mandeb. Les postes avancés de recherche et de sauvetage à Korangar jouent un rôle crucial dans notre action humanitaire et sécuritaire, en particulier dans le contexte de flux migratoires irréguliers en provenance de la région. Permettez-moi également de réaffirmer ici la détermination de notre institution à poursuivre ses efforts dans la lutte contre le trafic des êtres humains et la protection des personnes en détresse en mer et les recherches au sauvetage. Eh bien, Madame Nihan Erdogan, directrice régionale adjointe de l'OIM, a loué qu'un tel renforcement du poste de Korangar est un grand pas pour l'assistance des migrants en situation de détresse. De son côté, l'ambassadeur du Japon, M. Hara Keishi, à Djibouti, a également souligné la concrétisation du projet financé par le Japon qui est d'une importance cruciale afin de venir en aide aux migrants. C'est vraiment avec plaisir qu'on a collaboré avec le gouvernement du Japon et avec la garde-côte et les autorités locales de la région d'Obok pour cette initiative. On sait qu'une vie en mer est une vie en mer. D'abord, on sauve la vie et après, on demande les documents. Et finalement, la garde-côte intervient dans n'importe quelle situation dans la mer, c'est-à-dire, bien sûr, dans les opérations humanitaires avec les migrants, mais aussi pour la communauté djiboutienne, aussi pour les touristes qui se retrouvent dans des situations compliquées en mer. Alors on salue le travail de la garde-côte djiboutienne. On sait que l'année 2024 était la plus meurtrière à Djibouti et sur ce couloir. On sait aussi que l'année 2025 a déjà débuté avec un très grand naufrage du côté du Yémen, ça fait quelques semaines. On espère alors que le travail que nous avons fait ensemble pourra aider et la communauté et le travail de la garde-côte et la vie des migrants et des gens qui se retrouvent dans une situation de détresse en mer. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette cérémonie de remise de poste de surveillance de la garde-côte djiboutienne à Korangar. Chaque année, plus de 200 000 migrants touchés par les conflits régionaux, le changement climatique et le déséquilibre économique tentent de traverser le détroit de Bab el-Mandeb, résultant aux accidents de naufrage impliquant les migrants. Korangar joue un rôle essentiel comme porte d'entrée et de sortie
pour de nombreux migrants passant par Djibouti. La présence permanente de la garde-côte djiboutienne à cet endroit permet de renforcer efficacement la gestion des frontières maritimes ainsi que l'assistance humanitaire aux migrants. C'est pourquoi le Japon a décidé de soutenir, en collaboration avec l'OIM, la construction et par la suite la réhabilitation de ce poste avancé de la garde-côte. Eh bien, le préfet d'Obok a loué la position de ce poste de contrôle et de surveillance du littoral maritime de la garde-côte djiboutienne de Korangar, qui est éminemment stratégique puisqu'il s'agit là d'une zone où le mouvement des trafics d'êtres humains est concentré à cause de sa proximité avec le Yémen. Vous savez, la migration, c'est un phénomène mondial et ces phénomènes migratoires, malheureusement, il n'a jamais épargné Djibouti. Nous avons toujours connu la migration, mais depuis ces 2 décennies, ces phénomènes ont pris de grandes ampleurs. Comme l'a rappelé également la chef de mission, il y a eu beaucoup de naufrages qui se passent ici. Aujourd'hui, avec l'équipement de ce centre, nous espérons que ces naufrages vont ralentir et que les secours surtout vont être portés parce que la migration sur l'ensemble du pays, elle touche tout Djibouti, mais la dernière étape du Djibouti, c'est Obok, avant le fameux passage vers le Yémen, pour aller ensuite en Arabie Saoudite. Donc, je remercie au nom de la région d'Obok l'ambassade du Japon qui a bien voulu financer ce projet et l'OIM qui a bien voulu exécuter. Et j'ai dit encore une fois, d'abord, félicitations à la garde-côte pour l'excellent travail qu'ils font dans ces corridors. Et encore une fois, j'invite la communauté de Korangar, donc Korangar Chabien, de travailler en étroite collaboration également avec la garde-côte, avec l'armée qui est ici représentée, pour que les secours qu'on va faire, les recherches qu'il y aura, ce sera avant tout pour l'image de la région de Bok. C'est avec une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui la remise en état du poste avancé des gardes-côtes de Korangar. Ce projet est rendu possible grâce à la générosité du peuple japonais, avec le savoir-faire de l'OIM et au dévouement de nos gardes-côtes djiboutiennes, que je tiens à remercier particulièrement. Cette activité qui a été réalisée au cours de cette année marque un tournant important pour notre région. Situé au cœur d'un axe migratoire particulièrement délicat, ce centre, destiné au départ pour la surveillance de nos frontières maritimes, répond aujourd'hui à une urgence humanitaire sévère. Chaque année, des milliers de migrants, souvent rescapés de périples périlleux, atteignent nos côtes dans des situations tragiques. Jusqu'à présent, nos capacités d'intervention étaient limitées face à l'ampleur de ce défi. Grâce à cette rénovation, le centre offre désormais un abri sûr, des soins médicaux essentiels et un soutien psychologique, une aide logistique adéquate aussi. Il améliore également la collaboration entre les autorités locales, les services humanitaires, l'État et nos gardes-côtes qui travaillent en étroite collaboration avec le Japon et l'OIM pour secourir et protéger les plus démunis. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale du commerce a indiqué que le volume des échanges des marchandises dans le monde est susceptible de diminuer à 0,2% cette année. Ferdous Hussein. L'Organisation mondiale du commerce a indiqué que le volume des échanges des marchandises dans le monde est susceptible de diminuer de 0,2% cette année. Ces prévisions du déclin du commerce mondial sont justifiées par les politiques tarifaires changeantes du président américain Donald Trump. Selon le rapport de l'OMS, cette baisse des échanges commerciaux sera particulièrement marquée en Amérique du Nord, même en l'absence des droits de douane le plus élevés. Le Forum mondial du commerce s'attend à ce que les exportations chutent de 12,6% et les importations de 9,6% cette année. L'OMS a basé son rapport sur la situation tarifaire à la date de lundi 14 avril 2025. Initialement, les années 2025 et 2026 devaient connaître une expansion continue du commerce mondial, mais la guerre commerciale de Trump a contraint les économistes de l'OMS à revoir leurs prévisions à la baisse de manière substantielle.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.